Bienvenue à tous et à toutes. C'est moi, Janie Degré-Pelletier, doctorante en neuropsychologie, qui ai la chance de vous présenter la toute première série du nouveau balado sur le spectre. Pour la première série, Conversation avec une personne autiste, vous pourrez découvrir 4 épisodes dans lesquels divers sujets sont abordés, tels la parentalité, le diagnostic, les relations amoureuses et les intérêts et passions. Comme son nom le laisse entendre, la série a pour but de donner une voix aux personnes autistes en initiant une conversation avec elles et des chercheurs du domaine pour démystifier ce qu'on pense de l'autisme. Lors d'une brève discussion, on tente de faire rencontrer le vécu des personnes autistes et ce que la science nous dit sur le sujet. Cette semaine, inspirée de la série Love on the Spectrum ou Histoire d'amour et d'autisme, Yvon et Jonathan, deux personnes autistes, ainsi que la professeure Marie-Hélène Poulain, démystifient les différents enjeux entourant les relations amoureuses lorsqu'on est autiste. Je vous invite donc à écouter cet épisode et à découvrir les merveilleuses personnes qui y ont participé pour en apprendre davantage sur l'autisme. Bonne écoute! Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on a notre premier épisode de la série Conversation avec une personne autiste, puis on va aborder les relations amoureuses. Alors, pour parler de ce sujet aujourd'hui, on a trois invités. Donc, on a d'abord deux personnes autistes. Donc, premièrement, Yvon. Donc, Yvon, je vais te laisser Bonjour. te présenter. Oh là là. Bon, bien, je m'appelle Yvon. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis une personne autiste adulte qui s'approche de la soixantaine. J'ai eu un diagnostic très tardif à 55 ans. Après une vie vraiment, vraiment difficile, dans le sens que mon parcours scolaire, primaire, secondaire, c'est une pure catastrophe. Je suis une personne immigrante, je viens de Belgique. Mes études secondaires n'ont pas été reconnues ici, donc j'ai pas de diplôme officiel. Je suis devenu musicien. La musique m'a sauvé la vie littéralement. J'étais musicien professionnel pendant 25 ans environ. Et quand j'ai immigré au Québec, j'ai découvert en animant un congrès de psychologues scolaires comme pianiste. J'ai découvert le monde de l'adaptation scolaire, puis j'ai été à la porte de l'Université du Québec à Rimouski. J'avais 45 ans. Et j'ai dit, est-ce que ça se fait de commencer des études à l'université à 45 ans? On m'a répondu oui. Et j'ai pris la piqûre, et c'est à travers mes études que j'ai découvert que peut-être j'avais un profil Asperger. Ça m'a pris une dizaine d'années pour m'auto-diagnostiquer, entre guillemets, et finalement trouver un neuropsychologue qui accepte de relever le défi de diagnostiquer une personne adulte dont les parents sont décédés, donc Ouais. difficulté d'accéder à l'enfance. Et finalement, je suis sorti de là avec un diagnostic de TSA à haut potentiel. Et je suis devenu orthopédagogue. Puis quand je parle des difficultés d'apprentissage et de retard d'apprentissage, je dis, ben, regardez-moi, j'ai environ 35 ans de retard d'apprentissage. Je suis seulement en train de faire mon doctorat à presque 60 ans. Super, Voilà. merci pour ce partage. Donc, Jonathan, je vais te laisser te présenter à ton tour. Ah ben bonjour à vous trois, ça me fait plaisir de me présenter. Bonjour à ceux et celles qui allaient regarder le Zoom, hein. Alors moi, ben, je m'appelle Jonathan Gréharel, je suis né à Montréal. Euh, Mon parcours de vie à la fois a été atypique. Euh, L'adaptation au niveau élémentaire, primaire, secondaire, ça a été difficile pour moi. J'ai un secondaire 3. J'ai pas de diplôme, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter en société. Euh, Au niveau du diagnostic, ça a été à la fois un peu complexe parce que dans ma famille, mes parents n'ont jamais décelé en moi la différence qui a fait que j'étais une personne autiste. Je me rappelle qu'en cinquième, sixième année, à 11, 12 ans, je le savais à l'intérieur de moi, dans ma façon de communiquer, que j'avais une différence. Puis c'est à l'âge de 28 ans que j'ai fait mes propres démarches pour aller chercher mon diagnostic en 2010. C'est Madame Isabelle Hainaut qui m'a émis le diagnostic de autiste Asperger à l'époque en 2010. Par la suite, j'ai compris qu'en 2022, lorsqu'une personne reçoit un diagnostic avec un autiste, avant tout, c'est avoir un diagnostic avec un TSA.
Alors, de mon côté, Jonathan, on peut dire qu'aujourd'hui, à 40 ans, je suis une personne qui vit avec un TSA de niveau 1, mais en 2010, j'ai été diagnostiqué autiste Asperger. Euh, En termes de parcours au niveau de travail, euh, tout mon parcours de vie a fait en sorte que j'ai été capable d'intégrer le marché du travail. Euh, c'est sûr qu'il y a tout le temps des périodes d'adaptation, puis parfois on a besoin d'un encadrement. De mon côté, ça va faire plusieurs années que je suis sur l'aide sociale. Alors, à la fois, c'est un aide de dernier recours. Euh, Malheureusement, je présume qu'il y a certaines personnes adultes qui vivent sur l'aide de dernier recours. Parfois, pour une personne autiste, on est capable d'intégrer le marché du travail, mais à la fois, ce n'est pas tous les employeurs qui sont prêts à nous donner une chance. Puis parfois, on veut le mentionner qu'on est une personne autiste. J'ai l'impression que parfois, ça peut faire peur à certains employeurs. Alors, ma réalité en ce moment, c'est qu'à 40 ans, ben, en termes de travail, je ne travaille pas. Oui, ça m'a fait OK. plaisir. Parfait. Merci également Oui, pour le partage. oui. Oui, effectivement, la situation d'emploi, c'est quelque chose qui revient souvent, là. On aurait pu faire un autre épisode là-dessus. Peut-être qu'on le fera éventuellement, je pense. Ouais. Donc, on a aussi avec nous Marie-Hélène Poulain, qui est chercheure. Donc, Marie-Hélène, je te laisser aussi te présenter, nous présenter un peu ton parcours et tes intérêts de recherche. Alors bonjour, je suis Marie-Hélène Poulain, professeure en psychoéducation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et chercheuse régulière pour l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et autisme. Depuis plus de 10 ans, je dirais. Là, je j'ai pas compté les années avant, là, mais bon, ça fait quand même un bon moment. Je me suis intéressée à l'autisme, en fait, lorsque mon deuxième fils a eu un diagnostic. À l'époque, c'était trouble envahissant du développement non spécifié. Donc, il est maintenant rendu à 21 ans et lui aussi explore les relations amoureuses. Mhm. Parfait. Donc, il y a aussi un vécu personnel de ton côté, mais un peu différent. Ça va être intéressant. Parfait. Et donc, tes recherches portent sur les relations amoureuses ou pas vraiment? De Ou façon générale, je juste peux-tu nous m'intéresse en à... dire un petit peu plus? Oui. Oui, tout à fait. Euh, je m'intéresse beaucoup, en fait, à tous les facteurs qui vont venir faciliter ou entraver la participation sociale des autistes. Donc, en 2000, il me semble que c'était 2015, le Fonds de recherche Société et Culture a lancé une action concertée qu'on appelle en collaboration avec le ministère de l'Éducation et le Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme pour mieux connaître, mieux comprendre la vie amoureuse chez les jeunes autistes. Donc, c'était particulièrement la tranche d'âge de 18 à 35 ans. Et c'est moi qui ai dirigé la recherche à ce moment-là. De 2018 à 2021 environ, là, on a mené beaucoup d'entrevues. En fait, on a mené 20 entrevues avec des adultes autistes et on a fait un sondage en ligne où on a récupéré les, les données, les informations complétées par 172 jeunes autistes et non autistes qu'on a pu ensuite analyser et tenter de mieux comprendre avec les entrevues. Génial. Donc, on va avoir des données bien récentes et à jour. Super. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de relations amoureuses. Donc, on va partir un peu de ce qui peut être difficile ou peut-être pas difficile, mais dans le dating, donc tout le début de relation, donc d'établir vraiment un lien, de rencontrer des nouvelles personnes, puis on va aller après plus vers les relations de couple, puis maintenir une relation de couple si c'est ce qu'on désire et tout ça. Puis ce qui nous a inspiré un peu le sujet de cet épisode-là, c'était entre autres l'émission Love on the Spectrum qui est sortie, là, maintenant il y en a même dans plusieurs pays, puis il y a plusieurs saisons, mais on trouvait ça intéressant vraiment une émission s'intéresse 100% à ça, puis voir un peu, chaque personne était tellement différente. Je sais pas si vous avez vu cette télésérie-là,
Jonathan, est-ce que tu l'avais regardé, toi? Ben de mon côté, Valérie, effectivement, la curiosité est venue me chercher. À la fois, il y avait un sentiment en moi de gaieté, de content, de voir qu'il y avait à la fois des producteurs hein, qui ont voulu mettre en œuvre un concept de relation, de dating entre personnes dans le spectre de l'autisme. À la fois, Valérie, lorsque j'ai regardé certains épisodes, ah, effectivement, j'ai compris également qu'une grande majorité de personnes autistes parfois peuvent avoir une grande ouverture d'esprit en termes d'orientation sexuelle. C'est intéressant à voir deux personnes autistes qui ont la chance de se rencontrer pour une première fois. À la fois, nous avons tous les uns les autres une personnalité différente, un comportement différent. Tu vois des personnes dans leur émission qui étaient un petit peu plus communicatives que d'autres personnes. Alors, quand la première rencontre s'installe, c'est plaisant à voir aux yeux de tous, de voir comment l'interaction se fait. À la fois, j'ai bel et bien compris que parfois, ça peut cliquer, parfois, ça ne clique pas. Puis, c'est intéressant, la série Love on the Spectrum. Parfois, à l'âge adulte, on aimerait rencontrer une fille comme nous qui est autiste, qu'importe notre orientation sexuelle, mais parfois, je m'aperçois que c'est pas évident non plus à rencontrer dans le dating une personne autiste comme nous. Il peut y avoir une différence d'âge, il peut y avoir une différence de location. Alors, l'émission, c'est une pure merveille, Mhm. mais je pense que dans la réalité, c'est pas aussi facile que ça parce que pour une grande majorité d'entre nous, les personnes autistes qui veulent rencontrer une autre personne autiste, à la fois, il n'y a pas vraiment de ressources, il n'y a pas d'encadrement qui fait en sorte que l'on peut se rencontrer. C'est à nous à faire un petit peu nos recherches puis à savoir où aller chercher pour rencontrer des personnes également célibataires autistes. Ah oui. Mhm. Ouais, parfait. Ben, c'est ça, dans l'émission, il, les- il leur présente d'emblée des gens qui correspondent à leur orientation sexuelle, qui correspondent à s'ils cherchent, bon, une personne autiste, non. Donc, ça fait en sorte que toute cette partie-là de recherche de la bonne personne est facilitée, hein. Donc, effectivement, Jonathan, très intéressant. J'ai laissé Yvon, est-ce que vous l'avez regardé, la série, de votre côté? Non, 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 j'ai pas Non. regardé cette série-là pour la simple, excusez, pour la simple raison que j'ai pas de télévision. OK. Ben, c'est une bonne raison. Par choix, j'ai pas de télévision, donc je regarde je regarde des émissions, des documentaires, des films sans problème, mais ça va être tu sais, sur base de choix, puis je vais le chercher sur Internet si je le trouve quelque part en streaming. Ou OK. bien je vais au cinéma, puis je vais louer des films, donc voilà. Parfait. Mais non, j'ai pas de télévision, donc j'ai pas vu ce film-là, Ouais, donc je c'est peux pas ça, en parler. C'est aussi c'est simple bien que ça. correct. Je peux parler de tout le reste, mais pas du film. Parfait. Ben c'est plus c'est ça en termes de comme une introduction de toute façon là, au sujet. Ouais. Marie-Hélène, est-ce que ça correspond à, ce- à ce que nous dit la recherche finalement des difficultés qui peuvent arriver pour le dating et tout ça chez les personnes autistes, cette série-là? Oui, en effet, ce que Jonathan rapporte, c'est-à-dire la difficulté de rencontrer des personnes, de trouver, d'approcher, de bien, de savoir comment faire pour approcher quelqu'un qui nous intéresse, comment détecter les signaux, comment, comment fonctionne la séduction, en gros, c'est quelque chose d'assez difficile. Pour la plupart des personnes, je dirais même autistes et non autistes, là, c'est pas quelque chose qui est facilement. On peut pas apprendre ça comme on apprend à faire ses lacets. Donc, il y a pas une technique, il y a pas. Il y a pas il y a des étapes, évidemment, il y a des signaux qu'on peut détecter, mais comme le disait Jonathan, c'est facilitant quand il y a un encadrement, quand il y a un premier, un premier tri qui est fait à travers des personnes, puis qu'on peut nous présenter des personnes. Ça, c'est vraiment intéressant. Évidemment, il y a des personnes qui nous ont rapporté utiliser les sites de rencontres qui peuvent faciliter puisqu'on a un profil qu'on peut consulter. Par contre, là, il y a des dangers au niveau des leurs, au niveau de la communication qui se fait par texte et qui est parfois aussi
parsemé d'embûches, je dirais, différentes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conversations qui sont, j'allais dire masquées, mais qu'il y a des non-dits, qu'il y a des, 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 des- des idées implicites qui sont derrière les propos et que ça peut être difficile à déceler. Donc, il n'y a pas il y a pas de bonne façon, en fait, présentement, là, ou de, je sais pas si bonne, c'est le bon mot, mais c'est difficile. Ce que les autistes nous ont rapporté, c'est Ouais, que c'est difficile de rencontrer et qu'il manque d'occasion, effectivement. ouais, parfait. Euh, ben justement, ça peut nous amener peut-être à parler un peu de chacun de vos historiques amoureux, amoureuses. Un Je vais historique. reprendre. Ouais, Vos c'est ça. historiques amoureux étaient corrects. Donc, ouais. Donc oui, ça va nous amener peut-être à discuter de chacun vos historiques amoureux, un peu comment ça s'est passé pour vous là, depuis, ben, par exemple, l'adolescence et tout ça. Et on peut commencer avec vous, Yvon, peut-être? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Euh, Jeune adolescent, je n'avais absolument aucun intérêt envers des relations de type amoureux, vraiment aucun. Mais j'ai commencé à me poser des questions un jour lorsque je me suis rendu compte que, en réalité, 95% de mes amis ou des personnes qui s'intéressaient à moi étaient des filles. Là, je me suis dit, ça a été comme tout de suite très intellectualisé de dire, OK, ben, s'il y a beaucoup de filles qui s'intéressent à moi, ben, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Puis, j'ai eu une première relation amoureuse, en fait, un début, une ébauche de relation amoureuse à un bal scolaire autour de 16 ans. Et après le bal, j'avais rendez-vous avec cette jeune fille à un lieu extérieur. Puis je suis arrivé sur place. Puis j'étais pris d'une crise de panique, puis je suis parti. Et après ça, ben, il y a eu plusieurs années sans aucun contact amoureux. Et je veux dire qu'en termes de dating, là, de rencontres, j'ai jamais fait de rencontres, j'ai jamais cherché à avoir des rencontres. Mais le fait que, comme j'ai expliqué dans ma présentation professionnelle, je suis devenu musicien professionnel. À 18 ans, je gagnais ma vie, je jouais dans les bars, etc. Ben, j'étais régulièrement approché, puis je me laissais approcher. Puis ma première conjointe avec qui j'ai vécu de façon conjugale pendant 15 ans, euh, venait m'écouter dans un bar où j'étais pianiste, puis elle m'a approché, puis j'ai pris le train en route. Puis c'est une relation qui a démarré comme ça, qui a été stable, 15 ans, relation de laquelle j'ai eu un premier enfant, mais que du point de vue euh, amour, sentiment, affectivité, sexualité, c'était un pur désert. Et un beau jour, ça a terminé quand on a monté le projet d'immigrer, de quitter la Belgique pour venir au Québec. Ma première épouse m'a quitté le jour où on a acheté les billets d'avion. Puis elle m'a dit, ben non, ça changera jamais, tu changeras jamais, fait que je te quitte. Mais à ce moment-là, je savais pas que j'étais une personne autiste. Bref, je suis arrivé au Québec, je suis resté seul 2, 3 ans, puis j'ai fait une rencontre avec une femme québécoise. On est resté ensemble 2, 3 ans. Puis elle est partie un beau jour, du jour au lendemain, en me disant ben tu changeras jamais, je te quitte. Et puis un peu plus tard, j'ai rencontré une troisième femme euh, qui par hasard était belge d'origine aussi, mais on s'est rencontrés à Montréal. Et on a vécu ensemble 10 ans, on a eu 2 enfants. C'est avec elle que je me suis engagé dans le parcours de diagnostic parce que je me posais beaucoup de questions, puis on se posait des questions justement par rapport à la vie de couple, aux relations intimes, même aux sentiments, même dans la communication, etc. Et encore une fois, malheureusement, ça a été le jour où j'ai reçu le diagnostic qu'elle me dit, ben, donc tu changeras jamais, fait que je te quitte. OK. Voilà. Puis si c'est pas, vous pouvez ne pas répondre, là, mais si c'est pas Ouais. indiscret, est-ce que
tu changeras jamais, je te quitte, c'est quel aspect qui est plus difficile ou qui est comme problématique pour... Vraiment l'aspect de la relation interpersonnelle avec une conjointe. Ça OK, part ça part du dialogue, de la communication, hein, OK, on a, on a, on a généralement un peu de difficulté à accéder au non-dit, au non-verbal. Moi, en plus, personnellement, je suis malentendant. Puis je regarde absolument pas les gens dans les yeux, puis je décode, j'ai fait la lecture labiale. Donc je communique en regardant les lèvres, en regardant la bouche. C'est 100% de ma communication passe par là, même si j'ai eu des chirurgies de reconstruction d'oreilles, puis j'ai une certaine audition, mais pas suffisante pour être à l'aise dans toute situation de communication sociale. Et qu'on imagine que pour moi, par exemple, communiquer au restaurant, aux chandelles, dans la pénombre de la chambre, c'est juste impossible. OK, Et comme j'ai pas accès à cette communication au niveau des lèvres et que le non-verbal est toujours un enjeu comme incommensurable à décoder, ben ça reste difficile. Par contre, OK. contrairement à ce que mes trois conjointes avec qui j'ai eu des relations quand même en termes d'années, là, j'ai énormément changé. OK. J'ai Ouais, en quel énormément sens? changé dans le sens de l'ouverture, dans le sens de la communication. Maintenant, je suis capable de rester dans la communication puis dans l'ouverture. Mais parfois, je vais me bloquer sur un détail, puis on me redit, ah, moi, comme t'es rigide, donc ça reste OK. difficile. Puis il y a cet aspect sensoriel pour moi qui est comme vraiment très handicapant. En plus que j'ai des hypersensorialités au niveau du toucher, au niveau, un petit peu au niveau des odeurs, euh, OK. puis même au niveau des relations intimes, au niveau de la sexualité, ça peut être un enjeu, là, où je peux être entre hypersensoriel et hypo, OK. et sans prévenir, je le sens pas arriver, fait que je sais jamais comment ça peut se passer, fait qu'il y a toujours une espèce d'anxiété, je dirais de Mhm. performance, bien que je ne le prenne pas comme une performance, mais il y a toujours cette anxiété de bon, Comment comment ça ça va va se se passer? Ouais. passer, tu sais. Puis si on va au restaurant, euh, est-ce que je vais être capable de parler? Est-ce qu'il y aura un peu de bruit, beaucoup de bruit? Fait que j'ai développé plein de stratégies, de choisir des restaurants le moins bruyants possible. Je suis hypersensible de l'oreille gauche du point de vue auditif, puis hyposensible de l'oreille droite. Fait que je m'arrange toujours pour que une personne qui est avec moi se place à ma gauche pour être sûr que je l'entende. Donc, il y a plein de stratégies comme ça, mais qui créent des malaises, qui créent des maladresses, là. Puis c'est ça, c'est pas toujours facile à vivre pour quelqu'un peut être avec moi, là. OK. En gros, c'est Euh, ça. Ouais, ben merci, c'est vraiment intéressant. Puis ben je retiens quand même, vous dites qu'il y en a de l'amélioration avec le temps, vous devenez vous-même un peu plus à l'aise dans certains aspects qui pouvaient être difficiles auparavant et tout Oui, ça. oui, puis ce qui me fait vraiment, ce qui me fait du bien, mais qui me fait sourire en même temps d'un côté sarcastique et paradoxal, c'est que mes trois conjointes et quelques personnes que j'ai rencontrées pour des relations de plus courte durée, là, au moment de la séparation, me disent, mais Yvon, t'es un homme génial, t'es l'homme que toutes les femmes voudraient avoir, t'es gentil, attentionné, cultivé, tu parles bien, mais je parle trop parfois, souvent même. Mais c'est ça, c'est il y a un côté de ma personnalité qui semble beaucoup intéresser les femmes, puis qui maintenant, avec le recul, explique pourquoi aussi beaucoup de femmes s'intéressent à moi. Mais dans le côté relation intime, amoureuse, ça reste vraiment un défi, là. OK. Parfait. Jonathan, est-ce que tu es prêt pour toi aussi nous expliquer un peu ton Ben oui. parcours amoureux? À la fois euh, de façon spontanée comme ça à l'adolescence. Déjà à l'adolescence, j'étais une personne à la fois qui voulait entrer en contact avec les gens. J'étais DJ. Alors à l'adolescence, j'aimais la musique. Euh,
À l'adolescence, parfois, il y a des filles à l'école qui venaient me voir et elles me disaient, mais Jonathan, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu comprends pas que j'essaie de t'envoyer des signes pour qu'on puisse développer peut-être une amitié? Puis c'est là qu'on s'aperçoit également, Valérie, Marie-Hélène, également Yvon, parfois pour une personne autiste, le plus beau cadeau que l'on peut avoir, c'est lorsque la personne nous parle directement, sans sous-entendu. Une première expérience de travail à la fois qui m'a beaucoup aidé en tant que personne autiste. Euh, Lorsque j'ai travaillé dans un cinéma, à la fois, je n'avais pas été diagnostiqué encore autiste parce que c'est venu à l'âge adulte tardivement, mais je le savais que j'étais différent. Travailler dans un cinéma lorsque tu as 20 ans, à la fois tu es entouré. En tout cas, c'est vraiment intéressant ce que Jonathan dit parce que c'est vraiment la difficulté, hein. Si l'autre personne avec nous n'est pas suffisamment explicite, on est complètement perdu là. Puis parfois, on se fait des idées, on imagine que oui, c'est ça, mais non, c'est pas ça du tout. Et à d'autres moments où, bah non, elle s'intéresse pas à moi, mais en réalité, oui, elle s'y intéresse complètement, mais elle veut jouer le jeu de la séduction, puis Alors, en termes de relations amoureuses, il y a beaucoup de filles. J'ai compris également que le sarcasme est important parfois dans certaines situations de relations amoureuses, chose que je n'ai jamais compris. Alors, mon parcours de vie, tranquillement, m'a également apporté à rencontrer différentes femmes issues de différentes cultures. Et je me suis aperçu que parfois, j'ai l'impression qu'il y a certaines femmes, ça peut être une culture à la fois québécoise, mais parfois dans d'autres cultures, le jugement, il est un petit peu moindre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais parfois la différence aux yeux de certains, on a la difficulté parfois à le voir. Puis une chose que moi, je me suis aperçu, Jonathan, avec mes copines de l'époque, c'est en termes des émotions. C'est rare que je mentionnais à une fille, je t'aime, je me sens bien avec toi. Il y a beaucoup de femmes par le passé qui m'ont dit, Jonathan, c'est rare que tu nous dis un petit peu comment tu te sens par rapport à notre relation. Alors, j'ai compris tardivement que lorsqu'on est en présence d'une femme dans une relation amoureuse, de temps à autre, c'est important d'expliquer nos émotions. Est-ce que ça a fonctionné quand je parle? Oui, très bien. OK. on t'entend très bien. Par la suite également, je dois admettre que parfois, lorsque j'ai rencontré une fille, ça a été grâce à mes amis de l'époque qui me disaient, Jonathan, attends pas trop, la fille, elle t'envoie des signaux, va lui parler. À la fois, c'est une réalité que parfois pour les personnes neurotypiques, lorsqu'on leur mentionne que l'on est une personne autiste, certaines d'entre elles ont de la difficulté à le croire. Également, c'est pas toutes les personnes qui veulent prendre le temps de comprendre c'est quoi une personne autiste. Quand tes amis sont uniquement neurotypiques, parfois, c'est difficile. Ah, mes relations amoureuses ont duré en moyenne 6 mois, pas plus longtemps que ça. À la fois, lorsqu'on est une personne autiste, qu'importe notre orientation sexuelle, il y a le côté sexualité également qui parfois peut devenir envahissant. Je peux comprendre qu'une relation amoureuse, c'est plaisant à vivre, mais parfois pour une personne autiste, on veut découvrir la sexualité également. Alors, en termes de sexualité, je dois admettre que j'ai un parcours de vie totalement à l'inverse de plusieurs personnes. Alors, je ne sais pas si je peux me le permettre, comment j'ai découvert ma sexualité. Voulez-vous que je vous l'explique en 2, 3 mots ou on garde le côté relationnel amoureux? Non, ben ça fait partie des relations, puis c'est un des aspects, je pense, qui peut être difficile particulièrement, hein, comme ils vont en parler un peu. Donc, non, tout à fait, c'est pertinent si tu es à l'aise d'en parler. Oh Ça oui, va être oui. très Alors, intéressant pour nos auditeurs. alors, à la fois, il faut comprendre également que la sexualité, ça va toucher les personnes autistes comme non autistes. Et à la fois, je me suis aperçu que, de règle générale, certaines d'entre nous, les personnes autistes, on a toujours tendance à trouver parfois des astuces pour subvenir à nos besoins. Quand j'avais 19, 20 ans, je m'apercevais que, Colin, je voulais comprendre c'était quoi une relation sexuelle. Mon parcours de vie m'a apporté tout simplement à découvrir ce que l'on pourrait appeler le milieu échangiste. La sexualité
avec une ouverture d'esprit. Alors, mon parcours de vie en tant que personne autiste, je l'ai vécu à la fois dans une vie sexuelle de respect, à la fois de débauche, d'échangiste. J'ai rencontré plusieurs couples, j'ai rencontré plusieurs femmes. Parfois, pour une personne autiste, lorsqu'on accède à quelque chose et que l'on se sent bien, à la fois on ne se sent pas jugé parce que le domaine de la sexualité échangiste, à la fois c'est d'échanger avec différents partenaires, et je trouve que ça a été le plus beau cadeau de la vie que j'ai pu trouver. J'ai été capable d'accéder à ma sexualité sans nécessairement expliquer ma réalité en tant que différence, puis en tant qu'autiste. Parfois, lorsqu'on est à l'aise avec son corps et que l'on connaît notre orientation sexuelle, à la fois, ce qu'on pourrait appeler par le passé le domaine échangiste, c'était tout nouveau au Québec. Il y avait énormément de couples, de femmes et d'hommes célibataires qui voulaient accéder à ce qu'on appelait à l'époque une activité, un activité de groupe. Ça a été à la fois tellement enrichissant pour moi en tant que personne autiste de voir également comment que ça se comporte en société, comment l'être humain fonctionne sexuellement. Mais je peux comprendre que dans les relations amoureuses, c'est totalement autre parce que ça suffit de communiquer. Il y a les relations sociales, interpersonnelles. C'est tellement difficile parfois pour une personne autiste de comprendre le non-dit, le non-verbal. Si je suis en train de marcher et je vois une fille, par exemple, me sourire, elle se joue dans les cheveux. C'est des situations qui peuvent arriver. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle m'envoie un message peut-être codé ou non codé? Puis parfois, les personnes autistes, on a tendance également à percevoir certaines choses, puis finalement, on est carrément dans le champ. Ce que l'on perçoit en réalité, c'est pas ce que l'on pense. Puis dans les relations amoureuses, parfois, le non-dit, là, que c'est difficile à déceler. Mais à la fois, pour une personne autiste, il va toujours y avoir des personnes qui vont nous accepter tels que l'on est. De mon côté, Jonathan, cet été, j'avais rencontré une femme. À la fois, c'est une femme neurotypique. Elle était une infirmière aux soins intensifs d'un hôpital. C'est une femme à la fois qui avait un salaire beaucoup plus élevé que le mien. Moi qui ne travaille pas, qui ne conduis pas, parfois, on s'aperçoit en tant que personne autiste qu'il va toujours y avoir des personnes qui vont nous accepter dans une relation amoureuse sans même nous juger. Et ça, je trouve que je suis reconnaissant envers cette fille-là. Elle parlait d'avoir un enfant. Elle m'avait présenté à sa famille. Ma vie aurait pu totalement changer du jour au lendemain parce que tranquillement, j'ai appris à connaître cette femme-là. Elle avait déménagé. Elle voulait qu'on ait notre intimité. Mais parfois, pour une personne autiste, lorsqu'on est dans une relation amoureuse, on se dit, Colin, c'est donc bien le fun. J'ai trouvé quelqu'un avec qui je m'entends bien. Mais parfois, dans une relation amoureuse, tranquillement, quand ça prend de l'ampleur, il y a des choses qu'on n'aime pas nécessairement toujours. Alors, je lui ai expliqué un petit peu ce que je me sentais pas bien dans la relation. Et à la fête des pères, j'ai mis un terme à la relation. Et pourtant, tout semblait bien aller pour moi, Jonathan. J'avais rencontré une femme qui était à peu près du même âge que moi. Elle était à la fois autonome et puis elle m'a accepté tel que j'étais. Puis ça, je trouve que s'il y a une personne autiste à la fois qui écoute le Zoom, lorsqu'on est dans une relation, c'est important aussi de se sentir bien. Hein? Parfois, on a peur de dire quelque chose de travers pour pas blesser notre blonde ou notre chum. Mais parfois, c'est important aussi de prendre certaines décisions. Puis je sais que c'est pas facile parce que chaque personne autiste, parfois, on communique à notre façon avec notre partenaire de vie. Mais il va tout le temps y avoir dans ce monde, qu'importe où ce que l'on habite, des femmes, des hommes qui vont nous accepter tels que l'on est. Puis ça, à la fois, on peut être tellement reconnaissant. Mais je peux comprendre que parfois, c'est pas évident pour une personne autiste de rencontrer. Je vais laisser Marie-Hélène rebondir là-dessus. Puis qu'est-ce que, justement, en recherche, est-ce que c'est des éléments qu'on retrouve, ce que Yvon nous a dit, ce que Jonathan nous a dit? Est-ce que c'est représentatif ou justement c'est plus des aspects uniques, puis par rapport à la sexualité aussi, tout ça? Oui, c'est fort intéressant de les entendre. Évidemment, ici, on n'a que des hommes hétérosexuels de ce que j'ai compris. Donc, dans l'échantillon qu'on a eu, on avait aussi quand même une bonne
proportion, si on compare aux non-autistes, on avait une proportion plus importante de personnes asexuelles ou homosexuelles ou qui se questionnent par rapport à leur identité de genre. Donc, on sent qu'il y a plus de fluidité ou de questionnement chez les autistes que chez les non-autistes. Ce qu'on a pu aussi constater, qui est très intéressant, c'est que ce qui va faire d'une bonne relation amoureuse pour les autistes qui ont répondu à notre sondage, évidemment, je ne veux pas généraliser à toutes les personnes, mais pour notre échantillon, c'était chez les autistes, c'est d'avoir des intérêts communs. C'est ce qui faisait une bonne relation amoureuse. Alors que pour les non-autistes, ce qui était le plus important, c'était d'avoir des comportements sexuels. Donc, ici, c'est quand même quelque chose d'assez différent qui fait que ça peut être difficile de se rencontrer dans ce qu'on voit comme une bonne relation chez les autistes avec une personne neurotypique, si je peux reprendre le terme que Jonathan utilise. Donc, il y avait ces différences-là. On a aussi dénoté plus d'expériences négatives chez les femmes autistes, plus d'expériences négatives aussi chez ceux qui ont eu un diagnostic tardif. En même temps, plus d'expériences positives, mais c'est que le fait d'avoir beaucoup d'expériences était aussi associé à des expériences négatives. Donc, plus on a d'expériences, que ce soit dans la vie amoureuse ou sexuelle, plus on risque aussi d'avoir des expériences négatives. Donc, c'est de prêter flanc, en fait, à vivre des choses moins positives, mais aussi à vivre des choses positives. Mais oui, ce que Jonathan disait, c'est ce qu'on a remarqué aussi, c'est-à-dire qu'il y a un désir d'être en couple, il y a un désir de vivre une relation amoureuse, un désir d'avoir des relations sexuelles, d'avoir une sexualité épanouie, mais les occasions sont plus difficiles. Je trouve que Jonathan a un beau cheminement aussi parce que c'est pas facile pour plusieurs de faire la différence entre l'amitié et l'amour. Donc, lui, il semble vraiment avoir bien compris les nuances et l'évolution d'une relation de l'amitié vers l'amour, ce qui est vraiment bien. En même temps, ce que Yvon ramenait comme expérience, ça fait écho aussi à des résultats qu'on a eus par rapport à le fait que ce soit des relations parfois où il y a des difficultés de communication, où la personne autiste, elle est très loyale dans sa relation, elle est très engagée, mais que c'est pas toujours réciproque ou c'est pas toujours rendu au même niveau. Et qu'il peut y avoir aussi de l'aromantisme ou de la sexualité qui peut être bien vécue par la personne autiste et peut-être moins par la personne non autiste et vice-versa, en fait. Donc, des difficultés de communication de façon générale, qui est le propre de l'autisme. Hein? Si on se ramène aux critères diagnostiques, c'est essentiellement des difficultés de communication et d'interaction sociale. Donc, on peut comprendre que ça impacte énormément la vie amoureuse et sexuelle. Et ce qu'ils vont mentionner aussi, les hypersensibilités, les hyposensibilités qui vont venir teinter toute la vie amoureuse et sexuelle aussi, que ça peut être des défis quand même importants. OK, parfait. Puis, J'aimerais ça m'amène à rebondir penser. là-dessus, si Oui. c'est possible. Ah oui, allez-y, c'est parfait, c'est vous. Puis en fait, Si je veux que ça soit une conversation entre vous, si j'ai plus rien à faire, c'est parfait. non, mais Janie nous a envoyé comme un guide d'entrevue, mais je pense qu'on est vraiment hors dehors du guide d'entrevue, là. Mais, Ouais, ben on a pas mal couvert tout ce qu'on voulait, de mais toute façon. c'est par rapport C'est à parfait. la fluidité de genre, etc. Marie-Hélène a dit, ben, on est en présence de deux hommes visiblement hétérosexuels. Je dirais oui, mais quoique dans mon cas, parce que effectivement, ça a été un questionnement, puis j'ai fait de l'exploration aussi de ce point de vue-là. J'ai exploré mon homosexualité, me rendant compte que finalement non, c'était pas là que je me sentais. Et dernièrement, puis je vais dire que c'est surtout
après ma dernière relation de longue durée qui a mené à mon diagnostic, ben, je suis passé par un processus en psychothérapie pour faire un petit peu le point sur tout ça et à me rendre compte que finalement, moi, dans mes relations, ce que je cherchais, c'était de l'affectivité, une certaine présence d'émotions, mais quoique ça reste les émotions, pour moi, sont difficiles. Je veux dire, mes émotions principales, c'est la mélancolie puis la joie. Entre tout ça, il y a pas grand-chose là. Et quand je suis avec une personne, elle est présente, je suis comme waouh, je suis totalement présent. Puis quand la personne est partie, c'est pas qu'elle n'existe plus, mais j'ai aucun besoin d'entretenir la relation. Et ça se fait même avec mes propres enfants, là. Alors que la mère de mes enfants, les mères de mes enfants, c'est toujours, bon, ben, comment il va? Ben, donne-moi des nouvelles. Moi, je ne demande jamais de nouvelles de mes enfants. Et ça m'a amené du côté de la relation avec l'autre, hétérosexuel finalement, mais de découvrir que j'ai peut-être plus une certaine asexualité. C'est-à-dire que j'ai un besoin de tendresse, j'ai un besoin de présence, j'ai un besoin d'échange, un très grand besoin de communication. Parce qu'avec mon diagnostic où j'ai découvert que j'avais un haut potentiel, ben, cette partie-là de mon diagnostic est excessivement présente maintenant, alors que dans la première moitié de ma vie, mon côté Asperger était beaucoup plus présent. Euh, mais que le besoin sexuel en tant que tel n'est pas forcément là. Il y a du désir, oui, mais c'est pas un besoin. Et je me rends compte avec un peu de recul que finalement, je vis très bien maintenant avec ça. Je peux rencontrer une personne, puis passer du temps bien agréable, offrir des fleurs, aller au restaurant, aller se promener, avoir une relation qui est teintée de sentiments très positifs, mais où la sexualité en tant que telle est plus vraiment nécessaire. Elle pourrait, mais c'est pas un objectif. Ouais, ouais. Ah, c'est bien dit, ça, Yvon, bravo. De mon côté, si je peux me permettre, Valérie, Oui, j'aimerais poser une question à Marie-Hélène. vas-y. Alors, à la fois Marie-Hélène, ce que j'ai remarqué personnellement, possiblement que je peux être dans l'erreur, curieux de nature que je suis, j'essaie de comprendre le pourquoi. Beaucoup de femmes ayant reçu un diagnostic d'autisme, à la fois, sont en couple avec des hommes neurotypiques. À la fois, ce sont des mamans. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi tant de femmes avec leur autisme réussissent à souvent avoir une vie de famille, bon, hein, avec un certain encadrement, mais il y a beaucoup de femmes qui sont en couple, qui sont mariées avec des hommes neurotypiques et qui sont parents, versus des hommes autistes en couple avec une femme neurotypique ayant également été parent. Parfois, c'est le fun également de voir le parcours de certaines femmes autistes parce qu'on s'aperçoit que Colin, parfois, c'est totalement à l'opposé de ce qu'un homme autiste peut vivre dans sa relation amoureuse. C'est une petite réflexion qu'avec les années, je me suis aperçu. Peut-être que je peux me tromper, mais j'aimerais ça comprendre le pourquoi. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Jonathan. En effet, le profil féminin de l'autisme est relativement différent et même, j'irais jusqu'à dire très différent du profil masculin. Pour différentes raisons, mais d'abord, je parlerai du camouflage qui est présent chez les hommes, mais qui est beaucoup plus présent chez les femmes autistes. Le camouflage, en fait, c'est leur capacité à pouvoir masquer leurs symptômes autistiques, donc à masquer leurs difficultés sociales, à imiter les femmes neurotypiques dans leurs comportements sociaux. Le fait aussi que leurs intérêts de prédilection, leurs passions sont souvent plus près des passions des femmes neurotypiques aussi. Souvent, ça va être en lien, par exemple, avec les animaux ou avec des personnes populaires. Donc, c'est souvent un sujet qui est plus facilement accepté des neurotypiques. Donc, c'est plus facile à ce moment-là d'approcher un homme neurotypique puis de camoufler son autisme
Par contre, ça vient aussi avec une charge très importante d'anxiété et de stress. Donc, ces femmes-là vont aussi vivre beaucoup de meltdown, de surcharge sensorielle et cognitive euh, à cause de tout ce que ça demande, ce camouflage-là. Et le profil autiste féminin est plus près de ce que la société occidentale demande des femmes. Donc, ça va être, comment je dirais, c'est des femmes qui vont avoir appris très tôt en imitant des modèles féminins neurotypiques et elles vont être plus en mesure de, comment je dirais ça, se camoufler. C'est le bon terme, en fait. Donc, c'est moins apparent. Leur autisme est beaucoup moins apparent et elles vont mieux s'adapter, je dirais, pour avoir des comportements qui ressemblent plus à ceux aux neurotypiques. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce serait mon explication du pourquoi Ah les oui, femmes ah oui, autistes. ah oui, ah oui. Oh, Ouais. c'est Puis bien on peut intéressant, peut-être, Marie-Hélène. il y a un aspect aussi, tu dis, ça vient avec un revers de la médaille. Je sais qu'il y a des études, il me semble, qui montrent aussi qu'elles vivent aussi plus d'abus, plus de relations, Oui, ça a été démontré dans notre échantillon, ça. Il y a plus d'expériences négatives rapportées par les femmes. Euh, Par contre, les chagrins d'amour peuvent causer autant de dépression ou d'état dépressif chez les hommes que chez les femmes. Souvent parce qu'il y a une incompréhension ou un sentiment de rejet, évidemment, qui est associé à la rupture amoureuse. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a Jonathan qui explore beaucoup sa sexualité, qui assume sa sexualité, qui l'a bien comprise et qui semble la vivre de façon épanouie. Et on a Yvon aussi qui nous parle d'asexualité, donc qui est une autre façon de vivre sa sexualité, mais son affirmation plutôt dans ce qu'on souhaite, comme vie amoureuse et sexuelle. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça démontre beaucoup l'ouverture d'esprit des autistes qui, en fait, de ne pas voir les normes sociales, ça peut avoir un avantage vraiment important, c'est-à-dire d'être ouvert justement à toutes les possibilités, d'être ouvert à explorer, à se découvrir sans avoir envie de coller à une étiquette ou à une norme qui nous est dictée par la société. Même si les deux hommes qu'on a ici, autant Yvon que Jonathan, savent ce qui est accepté par la société puis ce qui l'est moins, Mhm. mais ils se permettent de le vivre et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Puis je suis vraiment contente que vous vous sentiez assez en confiance pour le nommer parce que c'est quelque chose, en fait, qui devrait être plus fréquent, plus accepté. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qui plus était discuter, présent. hein? Oui, Mm. discuter ouvertement, tout à fait, Mais, d'explorer sa sexualité, son orientation sexuelle, mais aussi ce qu'on souhaite d'une relation amoureuse et que tous les possibles sont là. Il suffit de trouver la bonne personne avec qui le vivre, la personne qui veut vivre les mêmes choses que nous. Ben, c'est parfait. Ça devrait, en fait, toujours être comme ça. Ouais. Yvon, vous vouliez ajouter quelque chose? oui, bah, c'est que, bah, d'abord par rapport à ce que Marie-Hélène vient de dire au sujet de la dépression, chagrin d'amour, etc. là, bah, par exemple, en ce qui me concerne, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais vécu. Comme je le disais tantôt, pour moi, la relation avec l'autre, c'est présent ou absent, c'est on-off. J'ai aucune transition. Je n'ai jamais vécu aucune transition. Donc, quand ça a commencé une relation avec quelqu'un, ça commence, puis je suis totalement dans la relation. Puis lorsque la relation se termine, elle est finie, puis je suis totalement hors de la relation. Fait que moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ce chagrin d'amour, cette forme de dépression, peut-être qui peut s'en suivre. Par contre,
dans l'exploration que j'ai vécue des relations amoureuses, des relations sexuelles, avec ma dernière conjointe, de qui j'ai eu 2 enfants qui sont maintenant des enfants en bas âge. Donc, Jonathan, ne te désespère pas, j'ai eu mes derniers enfants à 49 ans, là. Donc, t'as encore du temps. Mais attends, laisse-moi achever, s'il te plaît. C'est que dans cette dernière relation, j'ai accepté l'exploration du polyamour. Puis ça, finalement, a été une exploration très difficile parce que je me suis rendu compte, j'ai fait le lien avec ce que Marie-Hélène a dit tout à l'heure, l'espèce de loyauté qu'on peut avoir. Puis je me sentais vraiment mal à l'aise dans cette notion de polyamour parce que ma loyauté était mise au défi. Puis c'est un défi que j'ai pas été capable de relever. Puis ça, dans ma vie, c'est la seule partie où je me suis senti blessé quelque part. Mais pas sous forme de dépression. Tu sais, la relation a terminé, puis, mais cet aspect-là qui est venu comme challenger, là, mettre au défi la loyauté que je peux avoir envers quelqu'un, a été probablement la chose la plus difficile que j'ai vécue sur le plan relationnel. Ok, intéressant. Puis avant que Jonathan renchérisse, je voulais juste, moi, ça m'a fait penser à une petite question. Est-ce que vous avez quand même cette excitation-là du début, comme l'envie d'être toujours avec la personne ou d'entrer en relation, tu sais, comme le genre de passion du début, ça, est-ce que vous le Oui, ressentez? totalement. Ça, OK. ça C'est total. juste la fin, c'est Ouais. fini, là. Oui. Mais OK. de la même manière, comme je disais qu'avec mes enfants, puis moi j'ai un garçon de 35 ans, puis qui a des petits-enfants, donc je suis grand-papa en même temps. Mais c'est pareil, puis ça faisait partie des discussions qu'on avait avec sa maman à lui et mes autres conjointes qui me disaient toujours, mais comment ça que tu prends pas de nouvelles de ton garçon? Ben, j'en ai pas besoin. Quand on se parle 30 minutes, on met tout à jour, comme un genre de checklist, là, et puis on se parle plus. Jonathan, tu avais envie d'ajouter quelque chose? Oui. Je trouve que Yvon, à la fois, si j'ai bien compris, il a bien expliqué. Parfois, dans les relations amoureuses, moi, Jonathan, quand ma compagne ou moi, je mettais un terme à la relation, j'ai jamais comme vous. Parfois, je pouvais essayer de comprendre le pourquoi, mais à la fois, tu veux mettre un terme à la relation? Merci. Je te souhaite que le meilleur pour ton futur. Parfois, les personnes autistes, quand il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on peut devenir colérique. Hein? On a de la difficulté parfois à exprimer nos émotions. Et parfois, c'est une réalité à la fois qu'une personne autiste peut devenir colérique pratiquement instantanément. Euh, mais dans les relations amoureuses, à la fois, quand ça ne marchait plus avec une copine de l'époque ou si elle mettait un terme avec la relation, ah, OK, merci. Fait que des fois, je trouve ça un petit peu à la fois questionnable. On sait qu'une grande majorité de couples neurotypiques, quand la femme ou l'homme met un terme à la relation, parfois c'est totalement l'inverse dans les couples. La fille ou l'homme va vouloir comprendre le pourquoi, puis va essayer de rechercher sa copine, ou parfois on sait ce qui se passe en société. Parfois, lorsqu'un couple se met un terme, il peut y avoir de la violence verbale, de la violence physique. De mon côté, parfois, je me demande, mais pourquoi que je réagis ainsi? Quand la relation est terminée, comme Yvon disait, bon, c'est terminé, on passe à d'autres choses. À la fois, c'est intéressant parce que je présume que chaque personne autiste également, quand vient le temps de rompre en relation, on va tous vivre ça à notre façon, puis avec des Ouais. comportements différents. Mais de mon côté, je peux comprendre que parfois chez la femme, il peut y arriver un moment de hasard. Il peut, je me rappelle, une de mes copines, elle m'avait dit, Jonathan, j'ai rencontré un homme de Québec, il y a des chaînes de restaurants, je vais mettre un terme à notre relation. Elle m'a expliqué ce qui est arrivé. J'ai dit, OK, merci Annie, je te souhaite all the best. À la fois, elle m'avait fait réaliser quelque chose. Pendant la relation, je disais pas mes émotions, je me sens bien avec toi, je t'apprécie, je t'aime. Parfois, pour une personne autiste, j'ai l'impression que oui, on est en couple, mais on ne va pas vraiment communiquer à notre partenaire que l'on aime, les trucs de relations amoureuses. Parfois, de mon côté, j'ai l'impression que je manque un petit manuel de savoir-faire.
Mais avec les années aussi, on est capable de comprendre un petit peu ce qui se passe. Puis c'est de ce que j'ai voulu l'apprendre. apporter. Ouais. De l'apprendre. Exact. Euh, Parce que ce que Yvon et Jonathan nous disaient tous les deux par rapport aux ruptures amoureuses, moi, je suis intéressée de t'entendre. Est-ce que ça, c'est représentatif ou c'est juste un hasard qu'on est tombé sur deux personnes autistes que les ruptures amoureuses, c'est clair, c'est final, fait que c'est comme rassurant puis c'est Ben, terminé. si je me fie aux données de notre recherche, c'est pas ce qu'on a documenté. Par contre, pour interagir régulièrement avec des personnes autistes et avoir tenté de comprendre un peu ce genre de comportement-là, ce que j'en comprends, c'est que ils sont beaucoup dans le moment présent. Donc, ils vivent à fond le moment présent, puis avant et après, c'est plus neutre en termes d'émotions, de ce que j'ai compris, évidemment, de mon point de vue neurotypique et des discussions que j'ai avec des personnes autistes. Mais je dirais aussi qu'il y a peut-être des fois l'accès aux émotions qui est plus difficile, donc qui peut demander. Des fois, il y a un décalage, en fait, de ce que j'ai perçu parfois entre l'émotion qui est associée à une situation et la situation elle-même. Donc, des fois, la personne va vivre les émotions associées à cette situation-là, mais beaucoup plus tard ou dans un autre contexte. Puis là, ça émerge, puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Puis avec des discussions, avec en parlant avec d'autres personnes, on peut finalement raccorder cette émotion-là à un événement qui a été vécu et que l'émotion n'a pas été vécue à ce moment-là. Donc, c'est un peu l'explication que moi, j'en aurais de mon point de vue. Les difficultés de communication, elles, je pense que c'est l'enjeu majeur, puis c'est ce qui ressort beaucoup de ce que j'entends des témoignages de Jonathan et Yvon. C'est ce qui nous a été rapporté aussi. Puis, je suis pas surprise d'entendre qu'avec des personnes neurotypiques, il y a un décalage au niveau des besoins en termes de communication, parce que chez les neurotypiques qui ont répondu à notre sondage, après la sexualité, c'était le partage des émotions qui était le deuxième point le plus important qui fait une bonne relation amoureuse. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui peut être très difficile pour une personne autiste, pour qui la relation la qualité de la relation peut être basée sur autre chose que la communication ou la sexualité. Donc c'est quand même très représentatif, malgré que les deux nous ont dit que pour eux, ils n'ont pas eu de chagrin d'amour immédiat. Il y a peut-être quand même eu des émotions qui ont été vécues et il y a peut-être eu un décalage, ou peut-être pas. Hein. C'est difficile de faire des généralisations quand on parle de situations comme celle-là, autant chez les neurotypiques que chez les autistes, on s'entend. Là, il y a un profil c'est-à-dire un éventail de personnalités comme dans le monde. Donc, il y a plusieurs façons de vivre les situations. Il n'y a pas une bonne façon ou une moins bonne façon. C'est ça. Puis ça permet juste de dire, juste pour la recherche, hein, quand on fait une recherche, on met ensemble des résultats d'un groupe de personnes, puis on en extrait des généralités. Donc, bien entendu que ça peut pas être représentatif de chaque individu, puis ça veut pas dire que la conclusion générale s'applique à chaque personne. Donc, je tiens quand même à le mentionner, puis c'est exactement pour ça qu'on voulait des personnes autistes et des gens de la recherche pour qu'on dise pas ben c'est comme ça que ça se passe ou non, c'est comme ça, alors que c'est chaque individu. Donc voilà, ça fait un peu le tour. Yvon, moi, je vous laisse renchérir. J'aime beaucoup l'idée de Marie-Hélène de parler du temps présent, de dire qu'on est peut-être des personnes qui vivent dans le temps présent. Parce que peut-être que oui, c'est ça qui permet cette forme de fluidité, dans le sens que le passé, en tout cas pour moi, là, le passé, ça se limite au constat. J'ai fait ceci, j'ai vécu cela, j'ai eu ceci. C'est un constat, mais ça n'a aucun impact euh, sur mon présent. Puis le futur est impalpable, je ne le connais pas. Et c'est peut-être ça qui fait qu'au niveau des émotions, oui, j'envie des émotions, mais c'est de l'ordre, ça dure 2 ou 3 minutes. Alors que j'ai bien lu dans des recherches scientifiques là, que les émotions, c'est quelque chose qui disparaît, qui s'installe,
qui vient rapidement, je veux dire, mais qui peut perdurer 24, 36 heures. J'ai jamais vécu ça. Même la joie, je ne suis pas joyeux pendant des heures. Je suis joyeux quelques minutes, puis je retombe dans une espèce d'état totalement neutre qui, c'est comme mon état perpétuel. C'est que là, souvent, on m'a dit, mais t'as pas d'émotion? Ben, je dis, oui, j'en ai, mais ça fait comme, hop, c'est fini. Et ma vie se passe comme ça depuis ma plus tendre enfance. C'est le seul souvenir émotionnel que j'ai, c'est une espèce de neutralité. Quand j'étais enfant, j'ai un retard de développement du langage, là, ça paraît pas du tout maintenant, mais j'ai appris à parler avec le dictionnaire. Puis j'ai appris plusieurs langues au fil de ma vie, mais toujours à travers l'écrit. Et moi, quand on me pose une question, comme disait Jonathan tantôt, là, si je rencontre quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon premier réflexe, c'est pourquoi elle me pose cette question-là? Parce que si je commence à parler de ça, je parle pendant 3 heures, puis il n'y en aura pas de relation sociale affective, là. C'est un défi de rester dans ce contact qui est, c'est pas perceptible pour moi, là. J'arrive pas, faut que j'y pense. Et quand une femme, parce que oui, mon caractère principal est plutôt hétérosexuel, asexuel, mais quand une femme m'interpelle, il faut que je me fasse des scénarios pour me dire, OK, si elle me pose des questions sur mon travail, je réponds très brièvement, je sais pas, je suis orthopédagogue, je suis chargé de cours, je vais pas dans le détail. Sinon, je vais être parti partout, là. Fait que, on va conclure ici parce que c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie infiniment d'avoir participé. Je pense que c'est important qu'on parle plus de ces sujets-là, que des gens comme vous soient vraiment à l'aise de le faire ouvertement. Je pense que ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Donc, je vous remercie vraiment. Merci Marie-Hélène d'avoir pris du temps là, pour venir nous parler de tes recherches, de ce que nous dit la recherche là-dessus. Puis merci Yvon, merci Jonathan d'avoir pris votre temps pour venir nous en parler puis d'avoir été aussi ouvert par rapport à tout ça. Là, je pense que c'est vraiment exceptionnel. Puis, on remercie aussi les fonds de recherche du Québec parce que c'est avec leur soutien financier là, qu'on produit ces petits On connaît épisodes. ça. Donc, voilà.